20 mai 1972, un marqueur de l'histoire du Cameroun. Le 1er octobre 1961, on assiste au Cameroun ce qu'on a appelé un phénomène qu'on a identifié comme étant la réunification, c'est-à-dire l'indépendance du Cameroun anglophone à travers sa mise ensemble avec la République du Cameroun, elle qui est indépendante depuis le 1er janvier 1960. Et donc, une partie du territoire sous tutelle de la Grande-Bretagne se réunit au Cameroun, à la République du Cameroun. Et à partir de là, on a la naissance de la République fédérale du Cameroun. Et donc, qui a évolué entre 1961 et 1972. Alors, la configuration de la République fédérale était simple. On avait un État fédéral central, avec pour capitale Yaoundé, et deux États fédérés. Un État du Cameroun occidental, avec pour capitale Buea, et l'État du Cameroun oriental, avec pour capitale Yaoundé. Il y avait un gouvernement fédéral et deux gouvernements fédérés, donc dans chacun des États fédérés que j'ai cités précédemment. Il y avait une Assemblée nationale fédérale et deux assemblées législatives. Alors, à partir de 1962, on a observé l'un des moments qui préfigurait déjà l'État unitaire. En avril 1962, on observa la création d'un groupe parlementaire unique. Et puis les choses vont s'accélérer en 1966 avec la mise sur pied du parti unifié, l'Union nationale camerounaise. À partir de là, le chemin vers l'État unitaire était tout tracé. Et l'annonce va être faite par le président de la République fédérale, Amadou Ahidjo, le 6 mai 1972, quand il va annoncer aux députés, en leur disant qu'il a la conviction et la ferme conviction que le développement du Cameroun, l'histoire du Cameroun doit désormais s'observer sous le paysage d'un État unitaire. Malgré le temps qui s'est écoulé, les témoins de ce moment historique gardent à l'esprit l'expérience du passé. J'étais en mai 1972 au MINAT. J'étais conseiller technique du ministre d'État Aïssi Mbodo. Je venais de l'université où j'étais assistant. Et ma tâche était à la fois administrative, mais surtout, je m'occupais du parti, parce que le ministre d'État Aïssi venait d'être nommé secrétaire politique du parti. Et j'étais donc, à ce titre-là, beaucoup plus orienté vers les affaires politiques que vers les affaires administratives. Mais je faisais quand même les deux. La seule chose qui était la question d'actualité, c'était le référendum qu'on attendait. Et on l'a eu en mai, dans de très bonnes conditions. Je dois vous avouer que les Camerounais ont participé à cet événement avec beaucoup d'enthousiasme, parce que la préparation en amont était minutieuse. Les Camerounais attendaient le jour où ils allaient enfin parachever leur unité. Et quand on peut suivre le discours du président Aïdjo à l'époque, à un moment donné, il dit: j'ai estimé que l'heure était venue de finaliser l'œuvre de l'unité nationale. Et c'est cela qui était notre leitmotiv. La joie des Camerounais, c'était ça. Nous sommes devenus un Cameroun uni. Tout ce qui touchait à l'unité nationale était pris par tous les Camerounais, de toutes les régions, comme une nécessité absolue à cette époque-là. Ceci du fait de ce que déjà quelques années auparavant,
les responsables politiques de ce pays, de pratiquement toutes les régions, avaient réussi à regrouper leur parti en union nationale, n'est-ce pas, du parti. Des années après, l'unité du Cameroun reste un enjeu majeur. L'unité nationale est un paradigme très fort. Quand vous prenez la Constitution des États-Unis d'Amérique, la première phrase, son préambule, c'est « We, the people of the United States of America, in order to form a more perfect union ». Quand vous prenez la Constitution du Cameroun, on est à peu près dans les mêmes approches. Le peuple camerounais, profondément conscient de l'impérieuse nécessité de parfaire son unité. La mystique de l'unité nationale, à partir de 1972, était réelle. Si vous suivez les interventions, les discours politiques de l'époque, que ce soit à la base ou au sommet, ce qui était primordial, c'est l'unité du Cameroun. C'est l'intégration nationale au niveau du Cameroun. Et que c'est dans ce sens qu'on devait continuer à aborder les vrais problèmes maintenant qui nous restaient. Sur le plan politique, l'unité étant faite, il nous restait à passer à la phase de développement économique, social et culturel. Et on a fait cela. Les Camerounais ont fait cela. Par une organisation économique qui s'appuyait sur les plans, dont l'exécution était rigoureuse, autant que l'élaboration était populaire. Les objectifs poursuivis étaient ceux qui devaient faire en sorte que le peuple camerounais entre dans l'ère de la prospérité économique. Nous savons que les choses ont évolué. Elles ont évolué jusqu'aux années 90, 92, quand on passe de l'État unitaire avec un seul parti politique au multipartisme. Les acquis de l'unité et de la volonté d'être un, créés et concrétisés et stabilisés en 1972, sont allés se heurter à l'épreuve de la démocratie pluraliste. C'est à ce moment-là que la gestion de la démocratie, à mon avis, a commencé à poser quelques problèmes. Au fil des années, l'unité nationale fait face à plusieurs types de menaces. Si nous prenons les menaces visibles, nous allons évoquer ici le terrorisme. Nous voyons bien au nord du Cameroun que nous sommes en face là d'un terrorisme concret avec Boko Haram. Nous voyons également les incursions que nous avons au niveau de l'Est Cameroun. Alors, à côté de ces menaces visibles, nous avons également les élans de sécession dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et à côté de cela, nous avons également parfois des revendications violentes, ouvertes, ou alors simplement des revendications très tranchées de certaines communautés à travers les mémorandas. Donc lorsqu'on apprécie ces éléments, ce sont autant d'éléments qui pourraient effectivement fragiliser l'unité nationale. Alors la partie moins visible, peut-être pas parce qu'elle n'apparaît pas, mais surtout parce qu'elle représente l'une des causes pour certains de ces violences-là ou de ces discours de haine, c'est en réalité l'ensemble des injustices qui peuvent être réelles ou simplement perçues. Parce que réelles, parce qu'il peut y avoir des outils qui apportent effectivement la preuve qu'il y a un certain nombre d'inégalités sociales. Donc lorsque nous avons des politiques sociales qui sont peu efficaces ou alors des filets sociaux très fragiles, il peut arriver effectivement que ce soit un terrain fertile justement à la menace de l'unité nationale. Et bien entendu, il y a des éléments qui peuvent être considérés comme négligeables. Mais moi, je suis un gestionnaire et puis je peux observer ça de loin. Et parfois de très près, c'est les choix querellés, les choix stratégiques querellés des décideurs publics qui engagent la vie des populations.
Et de ce point de vue, ce sont les choix de politique publique. On peut se poser la question, comment s'établit le consensus? Est-ce que les gens se retrouvent dans ce consensus? Parce que pour accompagner l'action publique, il s'agit en fait de tous les Camerounais, il s'agit de l'unité nationale. Et pour le faire, il faut en être convaincu. Les frustrations qu'on déclare par-ci, par-là, viennent justement de la mauvaise répartition ou de la répartition par trop intéressée au profit des uns et au détriment des autres. Et cela crée des frustrations. C'est cette gestion équilibrée qu'il faut absolument réexaminer et peut-être même en déterminer le fondement pour que tous les Camerounais se sentent unis et égaux. L'égalité des chances, c'est philosophique. Mais sur le terrain pratique, je crois que le gouvernement a pour mission de répartir tout de manière équitable. Le contexte international est tel que ceux qui ne veulent pas s'organiser eux-mêmes seront la proie de ceux qui sont organisés. Que les Camerounais se réveillent. Que les revendications anthropologiques basées sur l'ethnie, basées sur l'appartenance à une région, ça doit cesser. Les revendications doivent être celles qui luttent contre les menaces de division. Nous pouvons le faire et nous devons le faire parce que c'est la voie de l'avenir. Les revendications alimentaires. Telle tribu n'a pas eu tant de postes. Telle tribu n'a pas ceci ou cela. C'est des choses caduques et des choses dangereuses pour la conservation des avantages que nous avons acquis en devenant un peuple indépendant. Cela doit cesser. L'unité, une valeur, un idéal. Il faut pouvoir la consolider.